Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui nous sommes là pour parler des clubs de l'olicratie. Alors un petit rappel, c'est quoi l'olicratie? L'olicratie c'est un petit peu comme la royauté, mais en beaucoup plus fiable. Du temps de la royauté, évidemment, on était en monarchie, il y avait une cour, mais cette cour elle avait la particularité d'être ce qu'on peut appeler de homo social. Homo social, ça veut dire quoi? Homo social, ça veut dire qu'en fait, c'est un groupe qui dirige finalement le pays et qui est d'une même caste, d'une même, on va dire, du même groupe social. Ça peut être les castes indiennes, c'était l'aristocratie du temps de la monarchie, ça peut être les tribus indiennes, ça peut être également un groupe communautaire. Bref, tout ça, ce sont des systèmes de gouvernement qui sont quand même limité parce qu'ils ont toujours le risque de se faire renverser par d'autres castes. Là, on a affaire à autre chose. Dans le cas effectivement de l'olicratie, on a affaire en fait à une cour qui est devenue trisociale. Alors ça veut dire quoi trisociale? Ça veut dire qu'en fait, vous allez prendre les grands patrons de l'économie et de la banque. Vous allez y rajouter les politiques en âge d'être élus aux plus hautes fonctions. Vous allez enfin y rajouter aussi les leaders d'opinion dans les grands médias, comme des rédacteurs en chef par exemple, et ça vous donne un sacré melting pot, ça vous donne un mélange assez extraordinaire. Moi j'appelle ça en fait comment on pourrait dire vous savez, le miracle de la Mamounia de Marrakech. Et oui. Alors vous y rajoutez aussi un peu quelques grands avocats si vous voulez vraiment que les choses soient parfaites. Alors ces élites, où est-ce qu'elles se rencontrent? Qu'est-ce qu'elles y font? Eh bien pour vous présenter tout ça, je vais vous présenter quelques clubs parmi les meilleurs de ceux que fréquente aujourd'hui cette fameuse élite. Alors je vais vous présenter ces trois clubs. Le premier club, l'historique, c'est le siècle. Le club du siècle, il a été fondé en 1944. Là, vous allez y retrouver le gratin du CAC 40, bien évidemment, les grands patrons, mais vous allez aussi y retrouver les grands inspecteurs des finances, le fameux corps d'inspection des finances de l'ENA. Évidemment, il y a forcément des énarques dans ce genre de club. Et puis, vous allez y retrouver évidemment aussi la crème du journalisme, les grands journalistes, les rédacteurs en chef, les patrons de presse. Vous pouvez même y trouver d'ailleurs parfois des ex-syndicalistes, comme Nicole Notat qui en a été présidente. Alors, le club Le Siècle, c'est la maison mère, c'est un petit peu l'histoire de cette olicratie, là où tout a commencé. Un petit peu le velvet underground de l'olicratie moderne. Le deuxième club qui ressemble un peu, qui est son cousin, qui est un peu plus moderne et qui est certainement un peu moins caché, qui se montre un peu plus facilement, c'est une association qui s'appelle l'AFEP, qui est l'Association française des grandes entreprises privées. Ça vous parle pas non plus, l'AFEP peut-être? Eh bien pourtant, c'est ici qu'il se passe beaucoup de choses. L'AFEP, en fait, c'est l'arrière-boutique du MEDEF. Alors, l'arrière-boutique du MEDEF, au sens où, pas la petite arrière-boutique avec les cartons dans un coin, non, je vous parle de l'arrière-boutique du costaud, celle où il y a le patron, le big boss qui décide derrière, celle qui tient les manettes, qui tient les ficelles. Alors, il y a un grand orchestre, et il y a donc un grand chef d'orchestre dans tout ça. Pendant longtemps, le grand chef d'orchestre de cette association s'appelait Michel Peybraud. Alors Michel Peybraud, ça vous dit peut-être rien, et pourtant il a dirigé pendant de très nombreuses années la banque BNP Paribas. C'est un des grands faiseurs de politique depuis de nombreuses années en France. Il a désormais pris sa retraite, tant mieux pour lui, on lui souhaite une belle retraite, mais dans le milieu, on s'autorise à penser, pour les gens qui ont accès, vous savez, juste là-haut, en dessus du plafond de verre, ceux qui vont voir tout là-haut m'ont reporté qu'il avait une réputation, puisqu'on l'appelait dans le milieu, le faiseur de rois. Et notamment, ça serait lui qui aurait fait de Sarko le roi de la France en 2007. Eh oui, rien que ça quand même. Hein. Oui, Michel Peybraud. Qui c'est? Ben écoute, recherche sur Quant, si tu sais pas. Bah oui. Bon, comment? Oui, d'accord, c'est quoi Quant? Oui, bon, ok, ça va, cherche sur Google. Donc, ce que je voulais vous dire, en parlant de ces clubs, c'est qu'on a ici les deux clubs français, donc le siècle, la FEP, qui sont quelque chose de très important pour la France, vous n'en entendez jamais parler, vous ne les voyez jamais à la télé, et tout s'y passe bien, c'est d'abord que se passent les choses. Mais, bien évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et le meilleur pour la fin, c'est quoi? Ça, vous aimeriez bien le savoir, et vous allez peut-être me le dire. Eh bien, je vous attends. Vous ne savez pas? Vous donnez votre langue au chat? Non? Davos? Ah, pas mal. Il y en a qui ont des bonnes idées. Vous pensez à Davos? Non, trop connu, c'est fini maintenant.
comment vous dire, il y a trop d'activistes, c'est compliqué, maintenant on ne peut plus faire grand chose à Davos, même s'il doit encore se passer pas mal de choses dans les couloirs et dans les alcôves. Non, moi je veux vous parler d'un autre groupe, bien plus secret. Un groupe mondial, certainement le groupe le plus secret qui n'ait peut-être jamais existé dans l'histoire, encore que pour savoir si un groupe est secret, ben, il faut qu'il ne soit plus secret, donc c'est un peu compliqué. Bref, le groupe Bilderberg. Oui, c'est quoi ça? Alors pendant longtemps, c'est un groupe qui était totalement secret. Depuis quelques années, sur la pression d'un certain nombre de journalistes plutôt audacieux et sympathiques, on a réussi à obtenir de ce groupe qu'il publie la liste des participants et l'ordre du jour de ces réunions annuelles. Ces réunions annuelles, c'est le top du top du top, le haut du haut du haut, au-dessus du plafond de verre, mais bien au-dessus. Ici, on y retrouve tout le gratin mondial. C'est la dernière coqueluche de l'olicratie. Et c'est environ 150 membres qui sont effectivement tous les ans triés sur le volet, sélectionnés méticuleusement. L'ordre du jour et la liste des participants est publique. Point barre. Le reste, démerdez-vous. Tout ce qui se passe à Bilderberg reste à Bilderberg. Et oui, je sais, vous allez me dire, tout ça c'est du mytho, ça a toujours existé, les clubs, évidemment, les clubs d'entreprise, la franc-maçonnerie, j'en passe et des meilleurs. Vous avez raison. Sauf qu'aujourd'hui, ces clubs prennent vraiment de l'ampleur. Ils ont pris une telle ampleur que si vous rajoutez le siècle, la FEP, au niveau français, vous multipliez ça dans tous les pays qui font partie du monde occidental, vous y rajoutez Davos, le groupe de Bilderberg, la franc-maçonnerie qui est toujours là, les autres réseaux historiques, sans oublier tous les réseaux que ni vous ni moi ne connaissez, puisqu'ils sont encore trop secrets, ça vous fait une putain de recette de maître du monde. Et oui, il faut que vous en ayez conscience aujourd'hui de cette olicratie, c'est pas que du populisme de dire ça. Alors, vous y rajoutez en plus les GAFAM qui arrivent comme des brutes dans le système, la NSA et la CIA qui sont toujours là dans les bons coups, eh bien je crois que nous sommes pas loin d'avoir affaire à Big Mother. Alors prenons un exemple, Bilderberg 2014, à Copenhague, du 29 mai au 1er juin. Et puis refaisons un petit peu la carrière d'Emmanuel Macron, mais en marche arrière si vous voulez bien. Ok? Allez, on y va. Mai 2017... il prend d'assaut l'Élysée. Ça s'appelle le casse du siècle. Je vous fais pas de dessin. Août 2016, on revient un an plus tôt, ou presque. Il démissionne du ministère de l'économie et crée En Marche. On remonte un petit peu encore dans le temps. Le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'économie, à l'époque sous la présidence de François Hollande. Hop, on revient encore un petit peu, pas beaucoup. Le 10 juin 2014, il quitte François Hollande pour réaliser, tenez-vous bien, des projets personnels dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Comment? Oui, il y a bien une meuf. Ah oui, qui avait un projet comme ça, de faire de l'enseignement, oui, de fonder une école, mais qui voulait surtout pas être présidente, enfin pour l'instant, hein. Bon, bizarre. Bref, toujours est-il que donc le 10 juin 2014, projet personnel, enseignement et recherche, mais 9 jours avant, le 1er juin 2014, eh bien il sortait, bras dessus, bras dessous, de l'hôtel Marriott à Copenhague, avec qui? Avec Fleur Pellerin. Pourquoi Fleur Pellerin, vous allez me dire? Parce que tous les deux étaient invités, bien évidemment, à la réunion du groupe Bilderberg 2014. Pourquoi Fleur Pellerin? En fait, c'était juste parce qu'à ce moment-là, on était en pleine discussion sur le fameux RGPD, Règlement Général sur la protection des données personnelles. Et oui, c'était un sujet brûlant à Bruxelles, donc je vous dis pas le lobbying qui s'était déplacé à Bilderberg, il y avait Google, il y avait Facebook, il y avait tout le monde. Et puis il y avait 6 autres invités français, parmi eux Christine Lagarde, François Baroin, tiens, et la patronne de l'époque du journal Le Monde. Voilà. Alors c'est pas compliqué. Si vous cherchez un futur ministre, Premier ministre si possible, si vous cherchez le futur président de la République, pensez Bilderberg et à la santé des gens de l'oligarchie qui nous gouvernent. Allez, ciao!
Bon apéro, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine.